Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un petit truc qu'on essaie de mettre en place sur le Discord. C'est une première sur le Discord de Le Bon MJ. Si vous n'étiez pas au courant, il y a un Discord Le Bon MJ sur lequel il y a des parties qui s'organisent, des trucs à propos de jeux de rôle, n'est-ce pas? Et on a essayé, ça a commencé aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, de créer un petit salon écrit temporaire, éphémère, qui sera autodétruit sur un thème. En fait, le but, c'est que ce petit événement temporaire sur le Discord stimule les conversations, puisse amener des gens peut-être qui discutaient assez peu sur le Discord à se retrouver autour d'un sujet qu'ils apprécient. Et le but, c'est que le thème tourne, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'après, le sujet explose. En fait, c'est comme s'il y avait un événement. C'est un peu comme si c'était un club de lecture, je sais pas, euh, le mois de tel ou tel sujet, vous voyez, on change de sujet comme ça pour créer de la conversation. Et on commence avec le world building. Et comme c'est le sujet du moment, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo de world building pour essayer de lancer des sujets, des trucs peut-être qui pourront venir nourrir la conversation qui a lieu sur Discord. Donc le thème du moment, c'est le world building. Alors le world building, qu'est-ce que c'est? J'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne de world building, mais c'est assez nébuleux. En gros, world building, c'est un exercice créatif qui en général a pour but de rendre une expérience, par exemple comme la lecture d'un livre, le fait de jouer à un jeu de rôle, de jouer à un jeu vidéo, de lire une bande dessinée, de regarder un film, etc. C'est un travail qui cherche à créer un univers en fait qu'on va pouvoir explorer à travers différents médias. Le world building, la plupart du temps, vient en amont du jeu, du livre, etc. Parce que le jeu, le livre, etc., ce sont des médias qui permettent, d'une certaine manière, d'exprimer ce monde. Et souvent, le but, c'est de rendre l'histoire qu'on va lire, le jeu auquel on va jouer, etc., plus immersif, d'améliorer, on va dire, sa vraisemblabilité, sa verisimilitude, sa cohérence, sa crédibilité. C'est le fait de créer littéralement un monde dans lequel on va pouvoir raconter de l'histoire, dans lequel on va pouvoir mettre du jeu, etc., etc. Ça peut être un exercice pris en isolation, mais la plupart du temps, en fait, on fait un peu du world building en faisant d'autres trucs, accidentellement, on y reviendra. Et donc, un des gros avantages de créer un monde comme ça, c'est notamment d'avoir un monde qui va pouvoir transcender, en fait, les histoires qu'on va raconter. L'univers en tant que tel, celui qu'on va créer, va pouvoir devenir un personnage d'une narration, d'une certaine manière, qu'on va retrouver dans plusieurs histoires et qui va pouvoir être modifié. Ça va devenir une entité en tant que telle. C'est très conceptuel, mais c'est un peu ça. Le fait qu'il y ait un univers plus vaste que le personnage, plus vaste que l'histoire qu'on va raconter, va permettre de le rendre plus crédible. Peut-être de donner envie de l'explorer, peut-être de donner envie de raconter plusieurs histoires dedans, de permettre une augmentation, on va dire, d'une certaine manière, des options, de l'optionnalité, du nombre de choses qu'on peut faire à l'intérieur. Peut-être que cet univers va nous inspirer des mécaniques, etc., etc. Peut-être que cet univers, on va commencer à apprécier, en maîtriser les tenants et aboutissants pour pouvoir, en fait, s'en servir comme d'outils pour résoudre des problèmes. En comprenant, par exemple, comment fonctionne la magie, comment fonctionnent les sociétés, comment fonctionne tel ou tel truc dans cet univers, petit à petit, j'ai l'impression de pouvoir l'impacter en maîtrisant les codes. Et donc, on peut voir le world building comme un exercice à part entière, c'est-à-dire une discipline complète, en fait, qu'on peut pratiquer pour elle-même, mais très souvent, je pense pour la plupart des gens, on va en faire de manière accidentelle. Par exemple, en racontant une histoire, si j'écris un livre, en créant des personnages, des lieux, etc., etc., je crée une sorte de monde autour de ces personnages. Je crée un imaginaire autour de ces personnages, et petit à petit, j'établis des règles qui sont pas des règles de la narration en tant que telle, mais qui sont des règles de l'univers fictionnel que je suis en train de créer. Des règles de narration, on en a vu de toutes sortes. Il y a des écoles un peu, genre, je sais pas, en fonction des genres littéraires, etc. Le médium, on va dire qu'on utilise peut avoir ses propres règles. Par exemple, je sais pas, qu'on peut venir subvertir, hein, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien des règles qui émergent. Par exemple, des règles limitées par la technique, tout simplement. La manière dont on filme, la manière dont on écrit pour que le lecteur puisse suivre l'histoire, etc. Ce sont des règles propres à leur médium, d'une certaine façon. Mais quand j'écris, par exemple, que dans mon monde, la nuit, quand les gens rêvent, en fait, ils se retrouvent dans un monde parallèle, je viens, d'une certaine manière, de créer une règle dans l'univers de la fiction qu'on raconte. Si, dans mon univers, c'est écrit qu'il y a une épée qui est plantée dans la pierre et que seul le roi peut venir et retirer l'épée de la pierre, je viens de créer une règle dans cet univers qui transcende, d'une certaine manière, l'histoire qu'on va raconter. C'est-à-dire que si je racontais d'autres histoires dans ce même univers, a priori, celui qui pourrait retirer l'épée de la pierre, ça ne pourrait être autre que le futur roi, par exemple. Et donc, en établissant des règles comme ça aussi, on se rend compte que dans l'exercice de l'écriture, il y a plusieurs approches. On parle souvent de l'approche de l'architecte ou de l'approche du jardinier, etc. Le jardinier qui pose finalement des éléments, essaye de voir ensuite, au fur et à mesure de ce qu'il écrit, l'histoire se construire presque en écrivant, en fait. Tandis qu'en face, on va avoir l'architecte
qui va poser tous les jalons de son histoire, par exemple. Et en fait, finalement, tout ça, c'est une sorte d'abstraction, c'est une sorte de manière de visualiser l'exercice. Il y a pas, je suis pas sûr qu'il y ait des preuves scientifiques qu'il y ait une manière d'architecturer des histoires et une manière de jardiner des histoires. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, si je veux créer une histoire en suivant, on va dire, la méthode du jardin, là, finalement, je vais, par exemple, créer un personnage qui a un caractère. À côté, je vais venir poser le fonctionnement de la magie. Là, je vais mettre une faction qui a des objectifs. Là, je vais mettre un lieu, je sais pas. Et en fait, quand je vais commencer à les faire interagir, si je respecte les règles que j'ai créées pour chacun de ces éléments, on va voir émerger une histoire, mais on va aussi voir émerger de nouvelles règles. Ok, c'était super abstrait, je suis parti trop loin. Mais du coup, voilà. Je dirais que dans tous les cas, vous faites probablement déjà du world building d'une certaine façon si vous créez un petit peu des trucs, et même en fait juste en jouant au jeu de rôle, je pense, puisque vous êtes a priori, si vous faites jeu de rôle, amené à improviser des choses. Mais après, on peut aussi voir le world building comme un exercice en soi, par exemple, pour développer sa créativité, ou s'entraîner à améliorer la cohérence de ce qu'on fait, par exemple, en cherchant à créer des logiques propres à un univers qu'on essaie de créer. Il y a d'une certaine façon, on est en train d'exercer quelque chose. On s'exerce à répondre à pourquoi et à parce que, à créer des causes et des conséquences. Et souvent aussi, en parallèle du world building, quand vous commencez à en faire, vous développez d'autres trucs. Typiquement, vous allez ingurgiter de la fiction. Bon, ça, tout le monde peut le faire sans faire en fait, sans faire de world building. Hein. Mais vous allez commencer à avoir peut-être un regard un petit peu différent sur ce que vous regardez parce que ça va vous inspirer. Si vous vous intéressez à la philosophie, la politique, la géographie, l'histoire, à en fait des éléments de notre monde, ou que vous vous intéressez à la manière dont ont été conceptualisés des mondes, par exemple, dans le jeu vidéo, etc., finalement, le world building devient aussi un exercice de recherche. Donc ça peut être beaucoup de choses, le world building, comme on vient de le voir. Et donc, d'une certaine façon, même si le world building souvent dépend d'un autre projet plus large, etc., on fait rarement du world building juste pour faire du world building, on peut se rendre compte qu'il y a certains exercices qui relèvent presque du world building pur. Par exemple, dessiner des cartes de fiction, des cartes de monde qui n'existent pas, c'est du world building, d'une certaine façon. Inventer des langues, même si c'est des langues qu'on veut ensuite utiliser dans des histoires qu'on raconte, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, le fait d'inventer une langue, c'est aussi du world building. Développer des cultures, inventer une mythologie, tout ça, c'est du world building. On peut aussi voir le world building comme un jeu. Par exemple, il y a un jeu qui s'appelle Microscope de Ben Robbins, donc qui est dans la catégorie jeu de rôle, mais on pourrait dire qu'il est un petit peu en périphérie du jeu de rôle. Je sais même pas s'il se qualifie lui-même, si Ben Robbins lui-même qualifie le jeu Microscope de jeu de rôle, je sais plus trop. En gros, c'est un jeu, j'en avais déjà parlé sur la chaîne, il doit y avoir une vidéo dessus. Bon, j'y ai joué une seule fois, je suis pas le mieux placé pour parler de Microscope, mais c'est un jeu où en fait on va créer l'histoire d'un monde de manière de manière non linéaire et collaborative à plusieurs, en zoomant sur différentes périodes en fait, en se répartissant en fait une forme d'autorité sur l'histoire de ce monde qu'on est en train de créer ensemble. Les règles du jeu vont articuler en fait cette création de l'histoire d'un monde collective. Donc chaque joueur ajoute des événements, des lieux, des machins, et en fait au fur et à mesure qu'on pose ces éléments, finalement, on crée des règles. Et donc, on vient créer des contraintes pour les autres pour ajouter ensuite eux-mêmes leur bout d'univers, etc. Sachant que le jeu encourage à ne pas balayer du revers de la main, casser à chaque fois ce qui a été fait par les autres. Et donc, on avance comme ça dans un exercice un peu logique où on vient essayer d'imbriquer des trucs. Mais, alors, moi, je sais pas forcément le genre de jeu que je recherche très, très spécifiquement, mais je sais qu'il y a des jeux, on peut même facilement en imaginer, par exemple, des jeux où on va jouer le rôle d'un dieu. Et en fait, parfois, quand on va se mettre dans un jeu où on joue le rôle d'un dieu, on va pas forcément... Enfin, l'intérêt du jeu, c'est pas forcément de se mettre à la place de se mettre dans le ressenti de « je suis une divinité ». C'est juste de dire « tu es une divinité ». Crée ton monde. On pourrait avoir un truc un petit peu plus terre à terre, mais qui serait un exercice qui pourrait ressembler à ça. Ce serait par exemple de dire qu'on joue des cartographes ou qu'on joue des historiens. C'est-à-dire on peut se mettre dans la peau d'un personnage dont l'action va être de créer une histoire qui n'existait pas avant qu'on commence à jouer. Donc on pourrait par exemple jouer, je sais pas moi, un jeu, là j'invente, probablement que ça existe comme jeu, mais un jeu, je sais pas, où on a un conclave, où par exemple il y a une église, j'en sais rien, ou bien des mecs qui sont en train d'écrire le roman national. Le roman national. On joue des mecs qui écrivent le roman national. Ça peut être très, très, très drôle. Donc on est tous autour de la table avec nos intérêts propres. Et en fait, on va jouer à Microscope un peu, ou à un jeu semblable. Il faudrait imaginer une mécanique. On part avec aucun élément en commun, mais à force de faire des tours de table, on va commencer à écrire une histoire. Les autres vont pouvoir effacer des bouts de l'histoire. Et on va essayer de créer le récit d'événements qu'on est en train d'inventer. On pourrait aussi jouer, je sais pas moi, des laborantins qui sont en train d'essayer de créer des espèces, peupler une nouvelle planète ou qui terraforment des trucs, j'en sais rien. Tout ça,
ça peut être une manière de rendre, de faire en fait de l'exercice du world building une sorte de jeu collectif. Après aussi, il y a plein de jeux qui invitent en amont de la partie, en anticipation en fait d'une partie de jeu de rôle plus classique où on va se mettre dans la peau des personnages et faire nos trucs quoi, à créer l'univers. D'ailleurs, Microscope en tant que tel peut être utilisé comme pour créer un univers en amont d'une campagne. Par exemple, si vous jouez à un jeu comme Freebooters on the Frontier, qui est un jeu PBTA, avant de commencer le jeu, on va dessiner ensemble la map, inventer quelques factions, inventer quelques trucs en amont, par exemple pour justifier nos concepts de personnages. Ça peut être une idée, je crée une faction pour que mon personnage fasse partie de cette faction. Ça peut être un truc qui peut être apprécié, notamment voilà, pour ceux qui sont intéressés par le fait de raconter des histoires et créer leur propre fantaisie. Un joueur qui a la possibilité de créer la race de son personnage, etc., qui aime bien écrire, etc., va peut-être apprécier ce genre de procédé-là, qui viennent en amont de la partie, en gros. Avoir un petit endroit de l'univers à créer, ou que sais-je. Ça peut être en soi un petit jeu avant le jeu, voire pendant le jeu, en fait. Parce qu'en fait, accidentellement aussi, en faisant tout simplement du jeu de rôle, on fait du world building. Je pense par exemple aux trucs qu'on invente à la volée, en improvisant, ou des choses qu'on va après la partie, pour préparer la partie suivante, pour créer du liant. Par exemple, je sais pas si vous utilisez des tables aléatoires, peut-être que vous allez tirer l'apparition d'un monstre là, et vous allez vous dire mais ce monstre il a rien à foutre ici, mais c'est pas grave, là la partie est en cours, donc le monstre il est là. Et en fait, après la partie en tant que MJ, vous allez vous dire pourquoi ce monstre était là. Et à partir du moment où vous avez commencé à vous poser la question pourquoi ce monstre était là, vous allez être amené à justifier des éléments qui sont arrivés en jeu par le biais du hasard ou pas d'ailleurs, parce que vous avez inventé un truc un peu vite fait, mais c'était pour temporiser, j'en sais rien. Vous allez vous dire je dois justifier ça. Et en fait, quand on y pense un petit peu, le world building, c'est beaucoup un truc de justification et de cohérence si on le voit en tant qu'outil et non en tant que fin en soi. World building, c'est plutôt une sorte de tissu, un liant qui vient donner corps en fait à notre histoire. Et à partir de ce moment-là, il y a d'autres réflexions qui peuvent venir autour du world building, pardon. C'est comment je peux justifier. Enfin, tout est possible dans mon univers de jeu de rôle tant que j'arrive à le justifier par le world building, par exemple. Et du coup, le world building peut, par exemple, venir justifier une mécanique qui sinon semblerait, je sais pas moi, un peu méta. Par exemple, j'ai envie de donner des points, des tokens à mes PJ qui peuvent l'utiliser pour relancer des jets. Le simple intitulé de cette mécanique va participer au world building. Les mots qu'on va employer pour adresser qualifier les mécaniques plutôt, participent du world building. C'est-à-dire que si j'ai des points d'histoire, vous voyez, si j'ai des points d'histoire à dépenser pour pouvoir, par exemple, rejeter les dés quand j'ai fait un mauvais jet de dés avec mon personnage, c'est très méta. Il n'y a pas de justification dans l'univers. Alors que si je commence à dire que c'est de la chance, peut-être, de l'adrénaline, j'en gagne quand je commence à me faire défoncer, je gagne des points d'adrénaline et je peux les réutiliser. On se rend compte qu'il y a un truc de plus en plus diégétique, on a l'impression qu'il y a plus de logique au fait que cette mécanique soit là. Et donc, ça semble de plus en plus vraisemblable, immersif. Et par exemple, j'ai eu des conversations récentes, donc je vais reprendre ces exemples-là, discuter un petit peu avec des gens sur le Discord. Admettons, j'ai envie de créer un donjon dans lequel le temps qu'on passe dans le donjon est limité, parce que j'ai envie de créer de l'urgence dans mon jeu. Ici, c'est une réflexion purement mécanique et méta, a priori. Par exemple, parce que je veux que ça se termine à la fin de la session, on puisse wrap up, quoi, et que les PJ sentent l'urgence de devoir quitter ce donjon. Et ben, je peux justifier, je peux me dire, j'ai besoin de cette mécanique, j'ai envie de jouer comme ça. Et donc, je vais me dire, mon donjon est rempli de gaz toxiques, ou mon donjon, il est sous l'eau. Et donc, du coup, j'ai fait, d'une certaine manière, un bout de world building pour venir justifier ma mécanique de temps limité. Alors là, c'est pas transcendant, mais voilà, on vient de dire qu'en fait, la raison pour laquelle notre temps est limité, c'est parce que on va pouvoir manquer d'oxygène dans le jeu. On peut aussi, par exemple, renforcer la distinction entre les personnages via la mécanique, et pour justifier ces mécaniques qui vont distinguer nos personnages, on va faire du world building. Par exemple, j'ai envie qu'il y ait des gameplays très différents entre des personnages de mon jeu. En jeu vidéo, c'est très fréquent, en jeu de rôle peut-être un peu moins, mais quand même. Par exemple, je veux qu'il y ait un personnage, il puisse se jeter dans la mêlée facilement. Bon, ben, dans ce cas-là, je vais créer une classe qui peut facilement prendre des coups. Pourquoi est-ce qu'elle peut prendre des coups? Est-ce que c'est parce qu'elle a de l'armure? Est-ce que c'est parce qu'elle se régénère? Et à partir du moment où elle a une armure, d'où viennent ces armures? Est-ce que c'est parce que c'est un nain qui vient des forges et je sais pas quoi, il a un métal super solide et c'est ça qui renforce son archétype? Est-ce que si je veux avoir, par exemple, dans mon univers de médiéval un peu classique, un mec qui peut à certains moments détruire un paquet d'ennemis d'un coup, est-ce que c'est parce qu'il fait de la magie? Et dans ce cas-là, je vais me demander, ok, il fait de la magie, donc je vais créer une classe de magicien, comme ça il sera très différent de l'autre personnage qui est un guerrier. Mais du coup, je viens d'introduire la magie dans mon univers. Je viens de répondre à une problématique de gameplay pour distinguer les gameplays des différents joueurs et qu'ils puissent se spécialiser sur différents éléments du jeu. Pour justifier ça, j'ai
ajouter quelque chose à la fiction elle-même. C'est pareil dans tout ce qui va être de l'exploration, etc. Si j'ai envie de créer, par exemple, le goût pour mes joueurs d'explorer le monde, si j'ai envie d'utiliser un levier psychologique qui serait la curiosité, je peux appuyer sur le mystère et donc inventer une histoire à mes donjons. Par exemple, pour quelqu'un qui ne serait pas hyper intéressé par le gameplay du combat, on va dire en tant que chose ludique, la tactique, etc., si je rajoute par-dessus une couche de mystère, une couche d'univers, etc., peut-être qu'il aura un petit peu plus envie d'aller dans les donjons, ce monsieur. Et par exemple, si je veux que dans mon jeu, on puisse, dans la diégèse, expliquer que les joueurs puissent en permanence se parler entre eux, entre personnages, même quand ils sont dans des scènes séparées, je pourrais dire que les 10 personnages ont des talkie-walkie, ont des capacités de communiquer à très grande distance, peut-être que ce sont des télépathes. Donc là, on voit bien que en essayant de résoudre un problème ludique, je peux trouver une justification dans l'univers pour résoudre ce problème ludique. Et parfois, il suffit de changer les noms. Hein. C'est comme on discutait, pareil, sur le Discord de ça. Si je veux jouer à Shadow Dark, mais que dans mon univers, je considère qu'il n'y a que de la magie, que dans l'univers dans lequel on joue, c'est la musique qui permet de faire de la magie, alors que j'ai les règles de Shadow Dark qui ne portent pas particulièrement ce thème, eh bien, par exemple, la classe de Bard de Shadow Dark, qui ne fait pas de magie, peut-être que je vais la renommer. Vu que ses capacités pourraient ressembler à celles d'un érudit ou d'un quelqu'un qui a de la verve, eh bien je vais enlever le nom Bard, par exemple, je dis n'importe quoi, parce que je veux pas qu'on pense du tout que c'est un archétype de magie, même si le Bard en soi, c'est pas forcément lié à la magie, ni à la musique d'ailleurs, je pense. Mais je peux dire, le Bard, en fait, maintenant, c'est l'érudit. Et le magicien devient le musicien. Et du coup, quand je joue un musicien, je peux faire de la magie. Et donc, du coup, par exemple, dans ce monde où la musique fait de la magie, eh ben, je commence à me poser des questions sur la logique de ce monde et ça me fait découvrir accidentellement, par la logique, des nouvelles situations, des nouveaux personnages, des nouveaux lieux. Peut-être même une nouvelle forme de scénographie. Par exemple, dans un monde où la musique provoque forcément de la magie, peut-être que la musique est donc plus rare si je veux que la magie soit rare. Et dans ce cas-là, peut-être que même la musique est interdite si la magie est dangereuse. Du coup, la musique est dangereuse. On peut imaginer plein de choses dans le high concept. De ce high concept peuvent découler des trucs. Par exemple, que ceux qui chassent les magiciens ont des bombes qui enlèvent l'oxygène d'une pièce ou je sais pas quoi pour rendre la pièce silencieuse et empêcher la magie. Ou bien, par exemple, dans la scénographie, je peux dire que quand je vais faire ce jeu de rôle, je mettrai pas de musique. Je mettrai des sons d'ambiance, je mettrai pas de musique, parce que dès qu'il y a de la musique, ça veut dire qu'il y a de la magie. Donc le world building aussi, ça peut venir, ça peut être une question qui va être nécessaire quand je pense avant tout à l'esthétique. Alors, encore une fois, c'est pas obligatoire de tout justifier, mais par exemple, si je tiens absolument à ce qu'il y ait des navires volants dans mon univers, le fait d'investir dans une forme de world building pour justifier la présence de ces navires, ça va peut-être complètement changer le ton de mon univers. Par exemple, s'il y a des navires volants dans mon univers, ou alors qu'il y a un seul navire volant, ça n'a pas les mêmes implications. Si on a un seul, c'est peut-être juste pour un effet poétique, un effet à un moment il y a un navire volant. Et waouh, c'est super bizarre. Donc il faut voir l'effet qu'on recherche aussi en introduisant des événements dans notre monde. Si je viens casser les règles de mon monde, subvertir les règles de mon monde, ça va produire un effet chez l'autre qui commence à développer, à force qui commence à comprendre mon monde, des attentes par rapport à ce monde. Et donc, si dans ce monde, on n'a jamais vu de navire volant, et que ça fait 20 parties qu'on joue, au moment où je vais mettre un navire volant, je sais que je suis en train de créer un effet potentiellement. Et que ça va poser des questions à mes joueurs. Là aussi, il y a plein de navires volants dès le début de la partie. Pas sûr qu'ils se posent la question tant que ça lorsqu'ils en verront un nouveau. Donc, dans le world building aussi, il y a un choix qui se fait par rapport à la rareté, etc. Et il y a un choix aussi par rapport au fait qu'on explique les choses. Si par exemple j'ai un navire volant, mais que je dis pas comment ça marche, je dis pas d'où il vient et je cherche jamais à le justifier dans une histoire, ça crée un sentiment de poésie, peut-être de conte. Dans du jeu de rôle, ça peut être un peu plus compliqué, parce que potentiellement, mes joueurs vont avoir envie d'interagir avec le navire volant, ou bien vont poser des questions. Et en fait, dans ce cas-là, il va s'agir de soit protéger la poésie de cet univers en ne justifiant jamais pourquoi il y a le navire volant. Même les gens qui sont dans le navire volant, ils l'ont trouvé. Et on ne trouvera jamais d'où il venait. Et on n'expliquera jamais pourquoi ils volent ce schmilblick. Comme ça, je garde ma poésie, mon truc compte un peu. Donc, c'est ce qu'on appelle des fois du soft world building, un truc un peu plus loose. Alors si je veux un truc un peu plus hard, un peu hard science, you know, je peux venir commencer à me poser la question de pourquoi il y a ce navire volant. Et à partir du moment où je me pose cette question, je me demande comment il fabriquait le navire volant. Et là, déjà, juste en respectant la logique, en essayant de créer des règles logiques dans mon univers, je développe mon univers. Il va y avoir un mec qui a inventé le navire volant. Peut-être il est quelque part. Il va y avoir une ressource qui permet de faire voler le navire. Peut-être qu'il y a des endroits, une forêt enchantée. Je dis n'importe quoi, on peut couper du bois qui permet de faire des navires volants. Et en fait, en respectant cette logique, j'agrandis mon univers et je crée des règles que mes personnages vont pouvoir
exploiter mes joueurs, du coup, pour résoudre des problèmes dans cet univers. Ça, c'est intéressant. Le world building aussi, ça peut créer du mouvement. C'est-à-dire que on peut partir d'une histoire, donc une histoire qui est finalement une succession d'événements qu'on raconte, quoi. On peut partir de cette histoire pour aller chercher du world building, mais le world building en lui-même produit l'histoire. C'est-à-dire que, comme on le disait plus tôt, si j'invente des personnages qui ont des ambitions, des gens qui ont des mouvements politiques, des mythes, en fait, je crée sans m'en rendre compte des accroches, des quêtes, des enjeux. Si j'invente un mythe, peut-être que pour moi, à la base, c'est juste un mythe, et un de mes joueurs, il va se dire, mais j'ai envie d'en savoir plus sur ce mythe, en fait, savoir si c'est vrai, et boum, ça va propulser l'histoire dans une direction. Et juste, en fait, dans l'interaction des choses, en créant, par exemple, des factions qui ont des objectifs, avant même qu'on sache vraiment laquelle de ces factions va l'emporter, etc., etc., ce qui serait finalement raconter l'histoire de la confrontation entre ces factions, en fait, on a juste posé les jalons de ce qui va produire l'histoire. Et donc, quand on voit, par exemple, qu'un mythe peut facilement se transformer en accroche, que l'objectif d'un personnage peut facilement se transformer en quête, et que le conflit entre plusieurs factions se transforme en enjeu, on se rend compte qu'en fait, il y a une interconnexion en fait, entre ce qui relève de l'existence simplement des événements dans le monde. Le simple fait que certains éléments existent dans ce monde provoque, si on en suit la logique, des histoires, des enjeux, des quêtes, tout ça. Donc en fait, tout ce qui relève du vocabulaire, du jeu justement, et de la narration. Tout ça, c'est interconnecté en fait. Et je pense que une des conversations qui peut être intéressante aussi sur le Discord, là, sur le world building, c'est de simplement se demander à quel point je suis capable de passer de game designer, c'est-à-dire d'avoir par exemple une pensée, je crée un jeu, comme on le disait plus tôt, avec l'exemple, je sais pas moi, de je veux créer un donjon, donc un donjon qui finalement va être une succession de challenges à relever. Je veux créer ce donjon, donc je peux penser le donjon en termes de le challenge est rigolo, je justifie absolument pas les choses qui sont dans ce donjon, peut-être que je vais avoir quelque chose de moins immersif pour une grande partie de mon public, et donc je vais devoir être capable de mettre la casquette de world builder. Mais la casquette de world builder seule ne suffit pas non plus, comme on l'a vu, c'est interconnecté. Si je me contente de créer un monde, reste encore à jouer là-dedans, et donc à y amener des mécaniques, voire à y insuffler plus de mouvements directement. Je pense que c'est plus facile de trouver la connexion entre le world building et la narration. En général, si vous lisez un bouquin sur un monde, ce qui n'est pas forcément le truc le plus fun, n'est-ce pas ? Vous pouvez quand même déjà vous imaginer des histoires qui vont être racontées dans ce monde. Mais en fait, je suis en train de dire ça et je réalise que si on regarde des mécaniques, il faut avoir un petit peu l'œil pour ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'art, quoi. Si vous n'avez pas lu beaucoup de jeux, etc., lire une règle de jeu, peut-être ça va pas provoquer chez vous ce truc-là nécessairement. Ce que je veux dire, c'est qu'en regardant un système de règles, on peut aussi peut-être s'imaginer le genre d'histoire qui va en découler. Ne serait-ce que dans la répartition statistique en fait de l'échec, de la réussite, etc. Mathématiquement, un système va produire un type d'histoire. Et donc, on se rend compte... Oula, je pars complètement en couille. Je vais un peu trop... je me perds dans mon plan. On se rend compte qu'en fait, à mon avis, en tant que MJ, on peut résoudre des problèmes de game design en remontant au world building. Le world building peut inspirer le game design peut inspirer le world building. Si on a une histoire qu'on a envie de raconter dans un univers spécifique, du world building va pouvoir venir justifier l'existence de trucs qui vont appuyer la narration qu'on cherche à produire, etc., etc. Et en fait, ce changement de casquette, cette capacité à passer de l'un à l'autre, c'est ça qui crée une sorte d'agilité, une sorte de souplesse qui permet, je pense, qui est vachement pratique pour un maître du jeu. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, on a par contre des gens qui tombent dans le piège un peu de faire que du world building, c'est-à-dire ils font full world building et puis ils savent plus s'arrêter, etc., etc. Et parfois ça peut être une certaine manière de procrastiner, je sais pas. Si l'exercice de world building en soi n'était pas ce qui était recherché, il faut être capable de se dire ok, mais là tout ce que j'ai créé, est-ce que j'arrive à le jouer, ou est-ce que j'ai une histoire à raconter dedans? Et quand je commence à écrire une histoire, je me dis ça va être un jeu de rôle, il faut que je me dise non mais attends, est-ce que l'histoire que je suis en train d'écrire c'est encore un jeu? Et si on sort de mon histoire, il y a quoi en fait? Il y a un monde ou pas? Et si on interagit avec cette histoire, comment ça marche? Il y a des mécaniques pour le faire? Donc, switcher de l'un à l'autre, c'est important, je pense. Donc voilà, j'ai un peu ouvert le sujet, peut-être. Je sais pas si ça vous inspire des trucs. Moi, pour finir, je dirais simplement, à titre perso, que je trouve que... Donc déjà, le world building, c'est un exercice en continu que vous faites probablement déjà, qui se complexifie à mesure, en fait, qu'on établit des règles, forcément. Et c'est pour ça, à mon avis, que pour certaines personnes vont préférer jouer à des jeux où il y a très peu d'univers, parce que d'une certaine façon, ça donne une énorme liberté, on va dire, artistique sur cet univers. Et donc, ça permet de s'exprimer simplement par l'évocation d'idées. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de règles dans le dur, s'il n'y a pas d'univers préexistant et qu'on se dit tous, venez, on raconte une histoire ensemble, on a une énorme marge de manœuvre sur ce qu'on raconte. Il suffit de dire quelque chose pour que ce soit vrai.
presque, d'une certaine façon. Alors que à partir du moment où on va insérer de la mécanique ou un univers préexistant, ça va être moins vrai et on va plutôt devoir jouer avec les règles plutôt que de les inventer. Et ça change pas mal la position par rapport au jeu, à mon avis. S'il y a un univers préexistant et que je peux pas inventer plein de trucs dans cet univers, ce sont mes actes en fait qui vont impacter cet univers. C'est plus moi directement en tant que joueur. Ce sont les actes de mon personnage qui vont impacter cet univers. Et ça change un petit peu quelque chose, je trouve. À titre perso, je le ressens. Un truc que je trouve aussi intéressant sur le world building, qui est un sujet pour moi, c'est qu'en créant des règles, et pas forcément des règles mécaniques, mais aussi des règles mécaniques, en créant des règles sur cet univers, en créant des personnages qui sont caractérisés, en créant des lieux préétablis, etc., etc., en fait, je vais créer une situation et étoffer une situation un peu à la manière de ce qu'on raconte en OSR. C'est-à-dire, on ne prépare pas forcément un scénario, on prépare un contexte. Et je vais créer un contexte de plus en plus détaillé, qui me semble de plus en plus vivant, et petit à petit, au fil des jours, alors que je vais créer ce truc, je vais avoir un sentiment de pouvoir observer ce monde que j'ai créé comme un objet extérieur. En fait, c'est la capacité d'abstraction de l'être humain. C'est comme quand vous faites de l'introspection, c'est la capacité à vous regarder de l'extérieur, vous voyez. Bah là, à force de solidifier en fait cet univers en le créant, je vais avoir de plus en plus la capacité à regarder cet univers comme un objet extérieur à moi et existant, qui dépend pas que de moi. Donc, en tant que MJ, je vais pouvoir ne plus être, on va dire, l'inventeur de cet univers, mais je vais pouvoir m'immerger dans l'univers que j'ai créé et de plus en plus, en fait, en tant que MJ, roleplay l'univers, c'est-à-dire avoir finalement un rôle qui s'approche de plus en plus de celui du joueur, c'est-à-dire que je n'ai plus qu'à interpréter cet univers qui existe. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. J'en ai terminé là-dessus. Je vous laisse, si vous le souhaitez, aller discuter de world building sur le Discord. Je vous laisse aller voir le petit channel, et puis vous me direz voilà, si cette vidéo vous a plu, et si cette idée de thème, de mettre un thème en avant sur le Discord pendant une période éphémère, c'est quelque chose qui vous semble pertinent. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ. Des bisous. Ciao.